Bonjour à toutes et tous. L'idée est de parler de cette translation, de cette traduction des profils qui sont dessinés à la main par les cliniciens des systèmes dynamiques. Alors en fait, l'idée vient d'un premier papier que nous avions eu avec Damien Despanemaker, qui vient des neurosciences des systèmes, de l'Human Brain Project, aujourd'hui Brains Blue Brain Project, et avec cette question d'avoir des profils d'évolution de certains symptômes en clinique et d'arriver à les traduire en système dynamique, c'est-à-dire en système, en modèles qui permettent de modéliser, de simuler l'évolution des troubles. Donc dans un deuxième papier, on a essayé d'appliquer ce modèle à des données, notamment des données issues de la dictologie, en collaboration avec l'Université de Bordeaux. Alors, ça part de deux observations. Premièrement, qu'il y a vraiment une surcharge de modèles dessinés à la main dans la littérature. Donc on le voit avec des articles qui datent des années 80, on a vraiment des bosses, des trous, des continuums. Alors là, par exemple, sur la deuxième image, on a ces fameuses schizophrénies rémittantes, c'est persistantes, avec des débuts insidieux ou des débuts aigus. Et donc, ça correspond complètement à la réalité clinique, mais peut-être un des soucis, c'est que c'est dessiné à la main. Donc là, on a la quatrième image, c'est un primer de nature où on a vraiment cette idée que la schizophrénie va apparaître entre 15 et 25 ans. Ensuite, après le premier épisode, eh bien, on va avoir des hauts et des bas, et puis va petit à petit diminuer en termes de fréquence. Donc, il y a très régulièrement des propositions d'évolution des troubles. Ça s'intègre dans un cadre théorique dans lequel il y a une proto-théorie qui est proposée par des cliniciens. Les cliniciens dessinent cette théorie comme on le voit au-dessus et puis on propose un système dynamique. Là, l'idée est de se baser sur ces dessins, hein, bien sûr, mais de vraiment simuler les données et notamment de tester le modèle sur des données empiriques. Deuxième grande observation, c'est que les systèmes dynamiques, ça marche pour beaucoup de choses. Ça marche pour le calmar ou pour le mariage. Alors voilà, la question c'est pourquoi ça ne marcherait pas en psychiatrie. Donc en 1907, il y a plus de 100 ans, il y avait un premier modèle, hein, le Leaky Integrated Fire. Hodgkin Huxley propose un modèle de ce type dans lequel il y a un courant électrique qui arrive dans un neurone géant de calmar. On modélise des différents canaux ioniques, calcium, potassium, sodium, et on arrive à, entre guillemets, prédire le comportement du neurone. Donc ces modèles sont raffinés, par exemple l'adaptative le ADEX, et puis également avec l'épilepteur. Donc là, clairement, on essaie de modéliser les vagues épileptiques dans le cerveau. La question serait de savoir si on ne peut pas faire pareil avec la pratique clinique. Donc pour mieux comprendre ça, on va prendre l'exemple du calmar. Alors ces calmars, c'est pas des calmars géants qui peuvent faire jusqu'à 18 mètres, c'est vraiment le neurone géant du calmar dans lequel on met un courant électrique et puis on voit que, eh bien, on peut prédire comment va évoluer la dépolarisation, donc le mouvement du neurone. Donc l'idée de base dans cette application à la psychiatrie est que lors d'un événement traumatique, on prend par exemple un accident de voiture, eh bien on va avoir des phénomènes internes avec très complexes qu'on ne connaît pas tous, avec des configurateurs culturels, et on va essayer de prédire des outputs, c'est-à-dire des comportements ou des symptômes qui en découlent. Donc dit autrement, on a une entrée, comme un courant électrique, là c'est un traumatisme, on a quelque chose qui se passe à l'intérieur et on a des comportements qui en découlent. Donc en termes de modélisation, on propose trois variables. Le Z, en fonction du temps, hein, des Z sur des T, c'est vraiment la variable environnementale. Le Y, qui est la variable interne, subjective, ou ça peut être de la génétique, morphologique, biologique. Et puis une variable externe, c'est-à-dire d'extériorisation de comportement ou de symptômes. Donc il y a différents paramètres, 13 qui sont considérés. Pour en citer un seul, par exemple le L. Le L correspond à un paramètre du niveau, level de prédisposition. C'est-à-dire que un patient, lorsqu'il va être soumis à un traumatisme, va avoir un certain niveau de prédisposition pour générer des symptômes. Par exemple, certains patients vont avoir une génétique qui les prédispose à consommer plus fortement un toxique dès lors qu'ils le perçoivent. Donc, lors de l'exposition à un toxique, il va y avoir un certain niveau de prédisposition qui augmente la survenue des symptômes. Et donc on peut modéliser plusieurs phénomènes psychiatriques de la sorte. Pour en donner un exemple plus concret, on peut avoir deux théories de l'apparition des délires. Donc on voit que le Z sur la théorie A, c'est l'environnement. L'environnement n'est pas vraiment saillant. Et pourtant, le Y, ce sont des hallucinations qui sont internes au patient. Et il va y avoir un délire qui augmente en fonction des hallucinations. Dans une autre théorie, on va avoir un environnement saillant. Donc c'est lorsque l'environnement est, par exemple, interprété de manière un petit peu trop aiguë, eh bien, il va y avoir des hallucinations et, en conséquence, un délire. Et donc ça, on essaie de reproduire ces courbes-là
de manière temporelle avec un système dynamique, celui qu'on a présenté précédemment et qui est en dessous. Et en fait, la traduction de ces courbes, c'est cet espace de phase. Espace de phase qui contient des objets dynamiques. Alors, pour arriver à ces courbes et à un tel espace de phase, il a fallu pondérer deux choses dans le modèle. À la fois considérer qu'il s'agit d'un modèle qualitatif, phénoménologique, c'est-à-dire comme un avion en papier, il va voler parce qu'on reproduit certains comportements, ou comme là, le baiser, hein, vous voyez, est vraiment reproduit, on imagine l'idée. Et en même temps, il va y avoir des éléments qui sont réalistes, c'est-à-dire comme l'avion en bois, il va y avoir les éléments du vrai avion, comme là dans le baiser qui est avec des personnages beaucoup plus réalistes. Donc on va essayer de pondérer le côté réaliste et phénoménologique d'un modèle. Et en pondérant ça, on va mettre des paramètres qui sont plus ou moins réalistes, plus ou moins pragmatiques. Et c'est comme ça qu'en tout cas qu'on peut construire un modèle qui est à la fois cohérent pour la pratique clinique et en même temps qui va fonctionner en termes d'output. Donc pourquoi faire un tel modèle? Déjà changer les valeurs des paramètres pour essayer de matcher ces valeurs et donc les profils temporels avec la réalité, ça va fournir un dictionnaire d'objets dynamiques. Par exemple, là on a le diagramme de Poincaré qui est très connu, ça va faire émerger pour l'évolution du symptôme d'insomnie un saddle node, ou alors pour la somnolence, ça va être une spirale. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que en essayant de reproduire l'évolution des symptômes perçus en pratique clinique, selon certaines théories, eh bien on va trouver certaines valeurs de paramètres. Et ces valeurs de paramètres dans le modèle vont permettre d'identifier des objets dynamiques. Voilà, c'est le sens de ce premier point. Deuxième objectif, on va voir l'influence temporelle entre variables. Donc on va pouvoir voir que certaines variables s'influencent mutuellement. Donc, pour donner un exemple concret avec le craving et la dictologie, eh bien, avec 10 000 points de données, on identifie deux profils temporels. Avec un modèle autorégressif assez classique, on voit qu'il y a certains patients, 150, qui ont des cues, donc par exemple la cigarette, est visualisée et cette visualisation va entraîner du craving. Alors que pour d'autres patients, il va y avoir du craving et ensuite, ils vont aller chercher des cues, donc par exemple leur sandwich ou leur cigarette. Pour reproduire chacun de ces profils, on va identifier des valeurs de paramètres. Donc là, on va vraiment bidouiller, modifier le modèle pour avoir les bonnes valeurs de paramètres. On les fournit dans ce tableau. Et puis, après ça, on fait tourner le modèle, on le simule avec les données, et puis on voit que, eh bien, on a deux profils. Hein. On a ce profil avec les cues avant le craving et d'autres avec le craving avant les cues. Et donc, on regarde ces courbes et en fait, on interprète ces courbes. Et en fait, en les interprétant, on voit, donc profil 1, le cues avant le craving, on a cues, craving, et on voit que les cues, donc là, une cigarette, un sandwich, va augmenter un maximum, et puis toute une évolution de ce modèle cues, craving et usage. Et donc pour le profil 2, c'est le craving qui est premier, et donc les cues sont plutôt random, elles sont bruitées, mais finalement pas si importantes dans le modèle, et on voit que pour ces patients-là, eh bien on a un autre phénomène qui s'engage. Alors, autres travaux à venir, valider ce modèle en faisant notamment des inversions de paramètres. Deuxièmement, faire une revue des systèmes dynamiques, parce qu'en fait ça marche pour la psychiatrie, beaucoup de monde l'a dit, hein, on a environ 70, presque une centaine de modèles au niveau phénoménologique en psychiatrie. Et puis ensuite, mettre en lien ce modèle en considérant que les symptômes peuvent être en évolution, en interaction. Et puis enfin, essayer d'identifier les différentes valeurs de paramètres et modèles de manière un peu plus systématique. Voilà, merci pour votre attention.